Calmez-vous. Rien de tel que de voir une belle voiture, une belle camionnette blanche se faire défoncer pour introduire le sujet de l'hydraulique. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de voir une machine construite par le fabricant LC Technologies défoncer une bagnole, littéralement, avec quand même une belle force mise en œuvre. Comment cette force a été mise en œuvre? On a amené de l'huile sous haute pression dans ces tuyaux flexibles que vous voyez ici, qui sont faits pour résister à cette pression. Ne faites pas ça avec n'importe quel tuyau trouvé chez Brico à la maison. On amène cette huile dans des dispositifs, ici en l'occurrence des vérins, de manière à développer une force considérable, de manière à écrabouiller quelque chose qu'on a tout simplement envie de détruire. L'exemple hyper connu de la presse hydraulique, ici appliqué sur un véhicule. Ok, cet exemple est parlant, cet exemple est violent et drôle de par sa violence. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de nous immiscer dans le cœur de la logique de base d'un circuit hydraulique. Qu'est-ce qu'il y a dedans et comment on utilise ce qu'il y a dedans, pourquoi on a utilisé ce qu'il y a dedans pour mettre en place l'effet voulu. Je précise d'emblée que les images que je vais vous montrer ici, ces images avec ce petit fond bleu très sympathique, ne sont pas de moi. Je les ai retirées de la chaîne YouTube Formation en ligne, qui est excellente, je vous invite à aller la voir si vous le voulez. Je les ai simplement réinsérées dans cette vidéo pour pouvoir les remettre un petit peu à ma sauce et les replacer dans le contexte que j'ai envie d'installer avec vous pour ce cours d'hydraulique. L'idée est d'avoir un effet voulu. On peut vouloir écraser quelque chose avec une presse, comme ici par exemple, comme dans la vidéo également. On peut vouloir mettre en rotation une foreuse dans une mine, on peut vouloir soulever un objet dans un ascenseur hydraulique, les applications sont nombreuses. Ce mouvement ici par exemple, je peux l'obtenir avec un vérin. Donc ceci est comme une vue en coupe d'une grosse seringue, si vous voulez, avec un cercle ici à gauche, une surface de cercle ici à gauche, une surface de disque, sur lequel on va appuyer, de manière à faire sortir cette partie pour écraser le véhicule. Du coup, nous on a envie de le faire avec de l'huile. Si on a envie de le faire avec de l'huile, il me faut un réservoir dans lequel je contiens cette huile, ici représentée en vert. Il me faut un élément qui va puiser cette huile, on l'appellera la pompe. Et on verra dans le cours qu'il y a différents types de pompes, c'est pour ça qu'on se contente ici de le représenter par un rectangle général. Et cette pompe refoule l'huile à haute pression, qu'on représentera très classiquement en rouge, sur la surface sur laquelle il faut pousser, le cercle ici à gauche de ce dispositif, pour faire sortir l'élément et venir écraser la voiture. L'idée est simple. Une fois que c'est fait, ce raccordement, si je mets en rotation la pompe avec un moteur, par exemple ici un moteur électrique, eh bien l'huile va se mettre à circuler, appuyer sur le disque comme on l'avait prévu et mettre en place un mouvement de gauche vers la droite et donc écrabouiller la bagnole. Génial, c'est fait. L'objectif est atteint. Le problème arrive tout de même en butée. Ce montage très simple est limité parce que lorsqu'on arrivera à la fin, si la pompe continue à tourner, s'il est toujours entraîné par le moteur, il va se passer assez peu de temps, suite aux propriétés physiques de l'huile que nous détaillerons dans le cours, avant que l'huile accumulée ici ne vienne complètement détériorer le circuit de par la montée en pression. Si je continue à accumuler de l'huile, très rapidement, tous les éléments vont lâcher. Le vérin, la tuyauterie, la pompe, la pression va monter de manière excessive. Mais c'est là tout l'avantage des circuits hydrauliques, mes chers amis. Il est très facile de prévoir une sécurité face aux surcharges. Pour pallier au problème qui vient d'être énoncé, on propose ici tout simplement de venir raccorder un clapet de surpression ou un clapet de sécurité. L'idée est simple, on vient ici avec un tuyau sur le refoulement de la pompe, on vient avec une bille et un ressort. Le ressort est étudié, dimensionné, calculé, de manière à exercer une force sur la bille qui peut lutter contre une pression définie
s'exerçant sur la surface de la bille. Prenons un exemple. Je vais faire sortir le vérin et je sais très bien qu'à la butée, je vais rapidement monter à une certaine pression que je ne tolérerai pas. Disons que j'ai envie que, à 50 bars, le clapet de sécurité ici mette l'installation en sécurité. Eh bien, on calculera la résistance du ressort ici, de manière à ce que ce ressort pousse contre la bille, de manière à pouvoir lutter contre cette pression de 50 bars exercée sur la surface d'application sur la bille. Quand la pression atteindra cette valeur et la dépassera, cette pression poussera sur la bille et comprimera le ressort, et donc l'huile pourra venir ici s'écouler et revenir dans le réservoir d'huile, et ainsi faire baisser la pression au refoulement. Et après un certain temps, on peut éventuellement mettre en arrêt l'installation, mais on a prévu une sécurité à la surcharge. C'est l'un des avantages majeurs des installations hydrauliques par rapport aux installations électriques. Dans toutes ces installations où il y a beaucoup d'imprévus sur la charge qu'on va mettre en place, ça peut être pas mal d'avoir une sécurité qui permet de protéger notre installation. Un moteur électrique, il pourrait tout à fait faire une presse électrique, ça pourrait être possible. Le problème, c'est que le défaut arrivera vite et grillera des composants électriques très rapidement avant qu'on ne puisse mettre en place des sécurités qui protégeront l'installation. Ce genre de dispositif ici met très facilement en sécurité notre installation face à toutes les surcharges qu'on pourrait rencontrer. Et puisqu'on utilise l'hydraulique dans des cas où on a beaucoup de force à mettre en place, c'est quand même pas négligeable comme avantage. D'accord, ça c'est pour sortir. Et pour faire rentrer le vérin, il suffirait de prendre le même dispositif de départ, notre pompe qui tourne à l'aide de son moteur électrique, sa sécurité de surpression, et plutôt que de venir l'amener à gauche, pour pousser sur le cercle complet pour venir écraser la voiture, il suffirait de prendre ce même tuyau et de venir le mettre de l'autre côté. Ça soulève quelques questions. La première conséquence, qui est palpable, c'est que si on vient mettre le tuyau ici, on n'applique plus la pression sur un disque complet, mais sur un anneau qui est autour d'une tige. Et donc, on a moins de surface sur laquelle répartir la même pression, mise en place par la pompe, ce qui veut dire qu'a priori, le fait de rentrer le vérin disposera de moins de force que ce qu'on en avait pour le faire sortir. Soit, il faut le savoir, c'est pas spécialement ça qui va nous empêcher de faire rentrer le vérin, d'autant qu'en rentrant ici, dans le cas d'une presse, il n'y aura pas vraiment de gros obstacles à ce mouvement. Si on récapitule l'idée, ça veut dire qu'au départ, on a envie de pousser par ici, et puisqu'on peut faire sortir et faire rentrer le vérin, ça veut dire qu'a priori, il y a de l'huile des deux côtés en permanence. On va représenter en rouge la haute pression, et en bleu, l'huile sous basse pression. Si on vient appuyer ici, le vérin ira vers la droite, comprimera la bagnole, et l'huile ici en basse pression reviendra vers le réservoir. Dans l'autre sens, si on amène la haute pression sur le côté droit de la chambre du vérin, donc appliquée sur l'anneau ici autour de la tige, on va faire rentrer le vérin, et donc il faudrait pouvoir quelque part inverser ces tuyaux. On voit qu'on part de la pompe, on en revient, mais entre les deux, on aimerait tantôt y aller tout droit, et tantôt y aller en croisée. C'est pas super pratique de faire ça comme ça, et donc on imagine un dispositif pour le faire plus pratiquement. Ce dispositif, vous le connaissez peut-être déjà, c'est le distributeur. Le distributeur est l'élément qui permet justement de passer de la configuration droite à la configuration croisée. Il existe plusieurs technologies et plusieurs commandes de distributeurs qui permettent de mettre ça en place. Ici, on imagine tout simplement des électrodistributeurs, donc avec une gâchette, une commande électrique. Si j'alimente la bobine, ça vient pousser et mettre en connexion le carré qui est juste à côté de la bobine, qui est connecté droit sur le vérin. Si j'active l'autre commande, l'autre bobine, clac, on vient switcher de l'autre côté, on vient connecter ce carré-ci en croisé et faire rentrer le vérin. Ça ressemble furieusement à ce qu'on fait en pneumatique pour ceux qui en ont déjà fait. La grosse différence tout de même, pour ceux qui le connaissent, c'est qu'en pneumatique, on peut se permettre de relâcher l'air de sortie à l'ambiance, puisque ce n'est que de l'air. Ici, c'est de l'huile. Ce serait quand même assez mal vu de cracher de l'huile par terre au refoulement. Donc plutôt que de faire ça, on ramène l'huile au réservoir. Et donc l'huile effectue toujours un circuit fermé. On ne prend pas de l'huile neuve qu'on recrache toujours en permanence comme on le fait en pneumatique. Il y a une boucle et l'huile circule dans cette boucle d'une certaine manière, dans des circuits qu'on qualifiera d'ouverts ou fermés plus tard dans le cours, mais toujours avec retour au réservoir. Alors, comment on fait
pour déterminer la vitesse à laquelle on a envie que les mouvements se fassent. On introduit pour ce faire des étrangleurs. En fin de compte, régler la vitesse à laquelle un vérin sort ou rentre, c'est régler la quantité d'huile qui passe dans la tuyauterie. Et donc il suffirait de mettre un étrangleur, c'est finalement une vanne avec un volet ici qu'on vient ouvrir ou fermer à un certain degré, ce n'est pas tout ou rien, c'est entre 0 et 100%. Et donc étrangler ici la quantité d'huile qui passe, le débit d'huile qui passe, va permettre ici de faire rentrer ou sortir le vérin plus ou moins vite. Remarquons ici que cet étrangleur est passé sur la sortie de la pompe, mais c'est ce même tuyau qui tantôt fera rentrer le vérin, ou le fera sortir quand on sera connecté sur cette case-ci. Donc dans ce cas précis présenté, cet étrangleur va avoir un impact sur la vitesse d'entrée et de sortie. Un dernier élément de base qu'il y aura dans tous les circuits que nous allons mentionner dans cette vidéo, c'est le filtre. En effet, l'huile va circuler dans ce circuit et potentiellement transporter avec elle des limailles de fer, d'éventuelles poussières, d'éventuelles impuretés. Ça pourrait être un drame que ces impuretés s'accumulent à un endroit du circuit avec les hautes pressions qu'on va atteindre. Ça pourrait très vite dégrader l'installation. Et donc, comme dans toutes les installations presque qui véhiculent des fluides, il faut un élément qui va stopper ces impuretés, et donc par exemple ici un filtre au refoulement de la pompe, qui doit être vérifié, maintenu toutes les périodes données suivant les caractéristiques de l'installation. Alors, l'installation telle qu'on vient de la présenter est très simple, basique, plus ou moins intuitive. Ceux qui ont déjà vu les composants reconnaîtront plus ou moins la topologie, la forme, la mécanique d'un distributeur, d'un moteur, du clapet, du filtre ou d'un étrangleur. Mais ce n'est pas comme ça qu'on les représente. Ceci pourrait presque constituer un schéma d'installation, c'est-à-dire un schéma sur lequel on reconnaît les composants. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de leur fonctionnement, puisque ce n'est pas normalisé, puisque tout le monde ne les dessinera peut-être pas exactement de la même manière. Il existe un doute sur leur fonctionnement. Pour ce faire, on a recours à une norme, la ISO 1219, qui est la même pour les circuits hydrauliques et les circuits pneumatiques. L'avantage, c'est que la ISO 1219 nous propose des schémas fonctionnels. Comme les symboles sont normalisés, ISO, dans le monde entier, tout le monde doit utiliser les mêmes symboles, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule manière de comprendre leur fonctionnement. Alors le vérin, ça va, c'est pas trop compliqué, on le reconnaît. Le distributeur, c'est déjà plus spécifique, bien que si on a compris son fonctionnement de base, son idée, son rôle, on le reconnaîtra aisément. Déjà sur les commandes du distributeur, on observe quelque chose qui n'a pas lieu lorsqu'on fait un schéma d'installation ou un schéma plutôt visuel. Ceci ressemble peut-être plus à la gâchette électrique, alors qu'un bête rectangle avec une diagonale dedans, ça ne ressemble pas du tout à la gâchette qu'on va raccorder. Mais ceci est un symbole international. Tout le monde sait, tout le monde qui connaît la ISO 1219, sait en voyant ce symbole qu'il s'agira ici d'une commande électrique qui permettra de faire switcher le distributeur d'une position à l'autre pour faire rentrer ou sortir le vérin. Ce n'est pas un levier manuel, ni un galet mécanique ou autre. L'étrangleur ici a son symbole propre également, une espèce de diabolo avec une flèche qui indique que le débit est réglable. Le filtre, pareil, un carré avec des traits dedans. L'élément ici, le clapet de sécurité, le clapet de réglage, encore une fois une symbolique qui se rapproche un petit peu du distributeur. On voit le carré avec la flèche, avec le sens dans lequel l'huile est censée circuler. Et il est assez parlant, mais il reste un symbole normé. Ici, il faut le comprendre comme le fait que l'huile peut passer ici seulement si la pression, reprise ici dans les pointillés, permet de lutter, de pousser contre le ressort, dont la pression de réglage est généralement indiquée sur le schéma, pousser de manière à venir glisser la flèche dans l'alignement avec le tuyau. Du coup, ce symbole est assez compréhensible dans sa logique et normalisé. La pompe est généralement représentée par un rond avec un triangle pointant le sens de circulation de l'huile, et le moteur qui l'entraîne est un M dans un rond si c'est un moteur électrique, un M dans un carré si c'est un moteur thermique. Le réservoir est généralement un simple rectangle. Alors ici, nous n'avons que quelques symboles parmi une multitude, des dizaines et des dizaines d'autres symboles qui seront communiqués en temps voulu, mais on a ici l'idée derrière la schématisation de ce genre d'installation. Enfin, est-ce qu'il n'existe qu'une seule manière d'exprimer le fonctionnement de ce genre d'installation? Je serais tenté de dire que oui. Il y a surtout des codes de bonne pratique, des règles de l'art, si vous voulez. Généralement, un vérin, on lui attribuera une lettre. Par exemple, ici, le vérin A. Et il est de coutume d'associer à cette lettre le signe plus
quand le vérin sort et le signe moins quand le vérin rentre. Ici par exemple, A+ désigne la sortie du vérin pour venir écrabouiller la bagnole, alors que A- symbolise le mouvement de rentrée, pour venir rétracter le vérin. De même, on viendra donner ce nom ici à la commande du distributeur suivant le mouvement qu'elle vient chercher sur le vérin. Exemple ici, la bobine, qui est alimentée ici dans cette configuration du distributeur, vient clairement chercher le mouvement de sortie du vérin pour écraser la voiture. Du coup, on lui attribuera la lettre A+, puisqu'elle vient chercher le mouvement A+ du vérin. A l'inverse, l'autre côté, on l'appellera A-, étant donné que quand on l'active, c'est qu'on veut venir faire rentrer le vérin et donc venir chercher le mouvement A-. C'est déjà tout pour cette vidéo d'introduction sur les circuits électriques. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!